Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Gestion. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors, on va parler ce matin avec vous Fabrice de football Et de business. et de business bien sûr. Alors, en effet, le retour, on va retourner sur la victoire du PSG à Londres contre Chelsea. Et alors, au-delà des chiffres, la question qui se pose, c'est est-ce que ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui gagnent toujours? Exploit héroïque historique, les qualificatifs dithyrambiques ne manquaient pas dans la presse hier pour saluer la victoire du PSG sur le club londonien de Chelsea et surtout sur son coach José Mourinho. Magnifique rencontre sportive, pleine de suspense jusqu'à la dernière minute. Cette rencontre n'en est pas moins un événement sur le plan financier. C'est le club des matchs, c'est le match des clubs millionnaires détenus par des milliardaires. D'un côté, le milliardaire russe Roman Abramovich et de l'autre, le président Nasser El Khelaifi, représentant sportif du Qatar, mais surtout confident du vrai patron du club, le cheikh Tamim El Thani Qatari. Oui, et alors à ce jeu-là, c'est le Qatar qui gagne. Le club a massivement investi pour bâtir le PSG version Doha. Effectivement, le budget du PSG n'a rien à envier au plus grand club de la planète. C'est désormais le 5e budget européen avec près de 475 millions d'euros. Seuls les deux clubs espagnols, le Real, le Barcelone, sont devant, ainsi que le Bayern de Munich et Manchester United, plus richement dotés. Alors comment bâtir un tel club avec des stars internationales telles que Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Verratti ou encore les Brésiliens Thiago Silva ou David Luiz, auteurs des buts de la victoire, tout en respectant le fair play financier, cher à Michel Platini? Eh bien tout simplement en profitant de contrats publicitaires mirifiques avec, je vous le demande, eh bien tout simplement l'autorité du tourisme du Qatar, ou encore Ooredoo, l'opérateur téléphonique ex-Qatar Télécom, mais également QNB, la Banque nationale du Qatar. Mais alors pourquoi cette implantation du Qatar dans le paysage sportif français? Mondial même. Le problème c'est qu'au Qatar, on a du pétrole, mais on n'a pas d'armée. Donc pour cet État grand comme la Corse, peuplé d'un petit peu moins de 2 millions d'habitants, eh bien le sport n'est pas simplement un engouement, mais reflète un enjeu majeur pour exister et positionner le Qatar sur la carte du monde, selon l'expression de l'émir Al Thani. Le pays joue sur ce qu'on appelle le soft power et se fait ainsi une place au concert des nations via une politique expansionniste au niveau du sport, et ça marche ainsi. La Coupe du Monde va être successivement organisée par le pays le plus grand du monde, la Russie, en 2018, puis par l'un des plus petits, le Qatar, en 2022. Bon, et le sport dans tout ça? Alors on peut évidemment critiquer les monceaux de pétrodollars déversés dans le football et les salaires mirobolants des stars du ballon rond, mais n'oublions pas que ces clubs prestigieux drainent également toute une économie en termes de droits TV, en termes de billetterie. Par exemple, le match ce week-end à Bordeaux se jouera à guichet fermé, de presse et de médias. Bref, dans le sport comme ailleurs, on a besoin d'investisseurs, et à bien y regarder, n'aurait-on pas là une forme de mondialisation heureuse, des mécènes qataris, des joueurs de toute nationalité, et derrière l'écran ou dans le stade, des supporters enfin comblés de voir les Français revenir au sommet de l'Europe. Merci Fabrice. On va passer maintenant à la suite de Direct Gestion. Vous recevez Loïc Bécu, donc responsable de la gestion diversifiée d'Amundi AM. Vous allez parler de quoi? On va parler de son fonds blockbuster Amundi Patrimoine. C'est tout de suite sur Direct Gestion. Et là, un gérant. 3 questions sur Direct Gestion.